Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite du module 3 qui est dédié à accompagner sa cliente à retrouver un cycle naturel. J'espère que les deux précédentes vidéos sur ce module vous ont permis d'apprendre certaines choses, que tout est clair pour vous. Je vous le rappelle, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à, si c'est pas trop urgent, à la garder précieusement à côté de vous pour la poser lors d'une prochaine session live qui arrivera de mémoire le 27 mai. Sinon, vous pouvez également, si elle est bloquante ou si vous n'êtes pas présente, la partager sur le groupe Facebook ou bien en commentaire directement sous cette vidéo sur la plateforme Podia, là où vous êtes en train de visualiser et de visionner la vidéo. Sur le module du jour, nous allons parler de l'hygiène alimentaire pour un retour de cycle. Donc on va vraiment rentrer dans le concret concernant l'alimentation. Avant de vous présenter le programme, je vous invite comme d'habitude à prendre un petit crayon, un papier ou votre téléphone pour noter les attentes sur le sujet du jour. Quelles sont les choses auxquelles vous vous attendez quand je vous dis que je vais vous parler de l'hygiène alimentaire en cas d'aménorrhée. Donc je vous laisse quelques instants, je vous laisse mettre pause sur cette vidéo et puis reprendre quand vous aurez noté vos attentes. Cela permettra de pouvoir faire un bilan plus simple pour vous à la fin de la vidéo. Aussi concernant le format, pour le moment n'ayant pas eu de retour, on va dire négatif de votre part sur ce format PowerPoint avec voix mais sans mon visage, eh bien je continue sur ce format, ce qui me permet d'avoir une qualité de son un peu meilleure. Si finalement c'est quelque chose qui vous pèse trop, qui ne vous convient pas, encore une fois n'hésitez pas à me le faire savoir. Lors de la première vidéo sur le module 3, nous avons parlé de la posture de l'accompagnant, à savoir l'état d'esprit à adopter quand on est face à une femme qui souffre d'aménorrhée. On a vu également les différents anamnèses, les différents moyens de diagnostiquer la typologie d'aménorrhée dont peut souffrir ma cliente. Et puis on a refait le point sur la relation entre l'aménorrhée et l'ovulation. Sur la précédente vidéo qui était la suite du module 3, nous avons parlé de la relation entre le poids et l'aménorrhée, à savoir quel est l'impact d'un surpoids sur le cycle, sur l'absence de cycle, mais également d'un sous-poids. Nous avons également parlé de comment savoir si ma cliente avait le juste poids ou pas, et également comment faire pour accompagner ma cliente vers un poids santé. Donc le module du jour finalement est tout simplement vraiment la suite du module précédent sur le poids, axé plus sur l'alimentation. Dans le module du jour, nous allons voir et passer en revue les différents conseils alimentaires pour construire une assiette plus fertile, les micronutriments et les différentes spécificités en fonction des grandes typologies d'aménorrhée à laquelle vous allez pouvoir peut-être être confronté. On va également parler des substances reprotoxiques que l'on peut retrouver dans nos aliments entre autres et qui vont perturber la fertilité du cycle et donc pourraient perturber et rentrer en cause dans un souci d'aménorrhée. Concernant l'hygiène alimentaire pour un retour des menstruations, dans le cas d'un surpoids, là il va falloir le plus souvent revoir la qualité nutritionnelle de la personne et également comprendre d'où peut venir le surpoids. Est-ce que ça provient d'un surplus d'apport ou d'une déficience et d'un manque de dépenses énergétiques, donc avoir un déséquilibre entre la balance énergétique, entre apport et dépenses. Est-ce que ça peut provenir de mauvais apports? Est-ce que ça peut provenir aussi d'émotions qui viennent engendrer peut-être cette boulimie éventuelle qui pourrait engendrer le surpoids. Je le rappelle, on l'a vu dans le module précédent qu'il y avait un lien possible entre un surpoids et un état d'infertilité, donc potentiellement d'aménorrhée. Ça peut être le cas notamment dans les cas d'aménorrhée due à un SOPK.
Donc c'est vrai que très souvent, je le rappelle encore une fois, dès qu'on pense aménorrhée, on pense peut-être femme très mince, effectivement. C'est une conséquence hein, d'un manque de masse grasse, l'état d'aménorrhée est une conséquence, mais on peut être face aussi à des femmes qui n'ont pas cette problématique de masse grasse, au contraire, et qui souffrent également d'un état d'aménorrhée. Dans le cas d'un sous-poids, donc finalement généralement dans les situations d'aménorrhée, l'enjeu va plutôt être d'augmenter la disponibilité énergétique, hein, dans le cas d'un sous-poids ou d'une femme qui n'a pas forcément un sous-poids mais qui présente une faible masse graisseuse. Donc là, l'enjeu va être d'augmenter la disponibilité énergétique, mais aussi d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'assiette de la personne, de la femme. À savoir que le seuil, qu'on appelle aussi cut-off, en dessous duquel une disponibilité énergétique insuffisante engendre une perturbation des fonctions menstruelles chez la femme, serait fixé à 30 kcal par kilogramme de masse grasse par jour. Donc idéalement, les spécialistes de fertilité estiment qu'il faudrait augmenter les apports caloriques à hauteur de 45 kg par kilogramme de à hauteur de 45 kilocalories par kilogramme de masse grasse et ou éventuellement de diminuer les dépenses énergétiques afin de rétablir la balance énergétique globale. Donc le seuil minimum serait, le seuil en dessous duquel il y aurait vraiment un souci de fertilité et donc d'aménorrhée serait de 30 kcal par kilogramme de masse grasse et il faudrait au minimum augmenter pour atteindre les 45, donc de 15 kilocalories par kilogramme de masse grasse. Je vais y arriver, pardon. Et je le rappelle encore une fois que seule la dépense et le nombre de calories ne suffisent pas. Il faut aussi s'intéresser au pourcentage de masse grasse. Et donc, nous l'avons vu lors de la précédente vidéo, un indice de masse grasse en dessous de 18% amène très souvent des états d'aménorrhée plus ou moins longs, en fonction du rythme de vie de la personne et de tout ce qui va également autour, parce qu'aujourd'hui on parle d'alimentation, mais bien entendu il n'y a pas que l'alimentation qui joue, c'est bien tout l'enjeu de la formation que nous sommes en train de construire ensemble. Alors maintenant, on va passer au concret, donc à savoir les différents conseils alimentaires pour construire une assiette au service du cycle féminin. Tout d'abord, parlons de l'assiette fertile. Donc, je vous rappelle certaines bases. C'est vrai que dans cette construction ensemble de cette formation, vous êtes toutes avec des connaissances alimentaires déjà bien avancées. Néanmoins, cette formation est aussi dédiée à potentiellement des personnes, des accompagnants qui n'ont pas forcément de connaissances très fines sur l'alimentation, mais qui ont des connaissances peut-être plus poussées dans les plantes par exemple. Voilà pourquoi je souhaite quand même rétablir certaines bases en fonction des chapitres annoncés. Voilà. Donc l'assiette fertile et la base de la base, c'est d'avoir notamment une présence de protéines et de lipides essentiels. Les hormones se fabriquent à partir de protéines et de lipides et le processus de fabrication, quant à lui, est rendu possible grâce aux vitamines et aux oligo-éléments, à savoir ce qu'on appelle les micronutriments. Donc, en effet, les prérequis, c'est d'avoir vraiment un équilibre alimentaire. Donc tu sais déjà qu'une alimentation saine signifie une foule de fruits et de légumes, des grains entiers, des aliments protéinés et des aliments contenant des bons gras. Il est aussi préférable d'adopter des habitudes alimentaires saines plutôt que de se concentrer sur un ingrédient, un super aliment, une vitamine ou un supplément en particulier. C'est vraiment la globalité et la variété qui va aussi primer. Un régime alimentaire dit sain pour une femme devrait aussi contenir des aliments riches en nutriments essentiels que l'on va voir juste après. Et les micronutriments essentiels pour la santé de la femme
qui manque souvent. Il manque souvent pourquoi? Parce que parfois il y a une alimentation qui est inadaptée par rapport aux besoins, donc un déséquilibre alimentaire, mais également parce que parfois la santé digestive empêche une bonne assimilation des aliments ingérés, ou alors parce qu'il y a une prise de contraception hormonale actuelle ou au préalable qui peut accentuer les carences et qui ont aussi déséquilibré la flore intestinale. Donc non seulement elles ont cette contraception hormonale aurait creusé les carences, mais aurait aussi amenuit la possibilité d'assimilation de l'organisme. Et parfois, c'est absolument tout ça. À la fois un déséquilibre alimentaire, à la fois une santé digestive qui n'est pas très, très bonne, et à la fois une prise au préalable parfois de contraception hormonale. Alors, les différents micronutriments qui sont nécessaires à la fertilité. On va en voir plein, donc je vous invite vraiment à prendre certaines notes. Après, vous avez les slides pour vous faire des petits mémos. Mais quand on parle déjà de fertilité et qui manque souvent dans l'alimentation, eh bien c'est l'acide folique. Alors l'acide folique, il aide le corps de la femme à produire des cellules sanguines et de l'ADN pour des nouvelles cellules. Il permet aussi de prévenir certaines anomalies congénitales rares appelées anomalies du tube neural et qui peuvent survenir au cours du premier trimestre de la grossesse. En effet, c'est une vitamine dont on parle très très souvent, qui est quasiment d'ailleurs systématique dans le cas de projets de conception et de grossesse. Néanmoins, il n'y a pas que lors de la grossesse où il faut faire attention à cet apport en acide folique. La vitamine B9 est nécessaire de toute façon pour la femme de manière générale. Effectivement, les besoins sont accrus en cas de projet de grossesse et de grossesse, mais il faut faire attention à ce qu'elle soit aussi présente dans l'alimentation de la femme de manière générale. Les aliments qui sont riches en acide folique, ce sont les épinards et autres légumes feuilles vert foncé, les oranges, les noix, les légumineuses, le poulet, le bœuf maigre, les grains entiers, ainsi que les céréales enrichies d'acide folique. Dans ce module, je vais vous présenter certaines vitamines et micronutriments qui sont essentiels. Je vais vous lister les aliments qui sont en lien avec ces micronutriments et macronutriments. Je fais abstraction de toute éthique alimentaire, voilà, on va dire pour rester la plus générale possible, de tout régime alimentaire éventuel. C'est à vous ensuite et à nous de nous adapter en tant qu'accompagnants au niveau des conseils alimentaires que l'on va partager à notre cliente en fonction justement de ses propres convictions et intolérances, allergies alimentaires. Bien entendu, une personne qui est intolérante aux noix par exemple, on va pas lui dire de manger des noix même si c'est riche en vitamine B9. De même qu'une personne qui est végétarienne, on va pas lui demander de manger du poulet ni du bœuf, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a de très rares micronutriments qui sont présents uniquement dans un seul aliment. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc on a une foule de possibilités à nous après de varier et de nous adapter. Ensuite, l'autre nutriment qui est absolument nécessaire, c'est le fer. Le fer est un minéral qui contribue à la production des cellules sanguines, qui transporte l'oxygène dans tout le corps de la femme. Il aide aussi à la production de certaines hormones et de certains tissus conjonctifs. Jusqu'à notre ménopause, nous perdons du fer tous les mois par nos menstruations. Alors vous allez vous dire, ok, mais moi ma cliente elle est en aménorrhée donc elle ne perd pas du fer. Oui, peut-être, mais néanmoins, nous avons quand même besoin de fer de base pour la production de nos cellules sanguines, et ça, aménorrhée ou pas aménorrhée, on en a besoin. Et s'il y a aménorrhée, peut-être qu'il y a aussi, peut-être parce que l'une des causes serait une carence en fer. Une carence en fer peut nous exposer à un risque de déficience, puis d'anémie, qui occasionne généralement une fatigue extrême. Donc c'est comme ça aussi que l'on peut déceler une carence en fer. Et avant de prendre tout supplément de fer,
il faut absolument consulter son médecin ou autre personne pour pouvoir faire un bilan sanguin, puisqu'une supplémentation de fer qui est inadaptée et qui n'est pas nécessaire peut aussi avoir des conséquences sur la santé. Le fer en cas de déficience c'est dangereux, en cas de surplus et d'excès c'est dangereux également. Donc il faut faire attention avant de supplémenter. Pour ma part, quand je perçois qu'il y aurait potentiellement une déficience, voire une carence, déjà la première chose c'est que j'incite vraiment ma cliente à aller faire un dosage sanguin pour s'en avérer. Mais je vais quand même lui prodiguer certains conseils de manière à booster sa consommation de fer naturelle et de limiter et de favoriser son assimilation. C'est ce que je vais vous dire juste après. Par contre, je ne vais pas la supplémenter en fer si je n'ai pas de dosage sanguin qui prouve sa déficience ou sa carence. Aussi, petite astuce au niveau de la différence entre déficience et carence, donc c'est pas la même chose, hein, la carence arrive après la déficience. Il faut savoir également que dans un dosage sanguin, le plus judicieux c'est de demander un dosage de la ferritine. Si on demande un dosage du fer, on va avoir un dosage en fait du fer, disons que on a besoin de ferritine pour créer du fer. Donc si on ne dose que le fer, qui est en gros la dernière étape, ce qui est utilisable par les cellules, et que là tout va bien, on va se dire ok, bon c'est bon, tout va bien, j'ai de la marge. Mais si on dose la ferritine et que la ferritine est déjà à un niveau assez bas, mais que le fer est bon, ou alors que la ferritine est vraiment en manque, et que le fer est en légère déficience, on peut se dire ok c'est bon, mais la ferritine si elle est en manque ou même si elle est légèrement en dessous de la normale, il faut déjà s'en préoccuper puisque c'est notre réserve. Donc si notre réserve s'amenuise, ça veut dire que derrière on aura à l'avenir plus de fer. Et donc il faudrait éviter au maximum d'arriver à une déficience et à une carence en fer. Donc il faut plutôt se préoccuper de la ferritine qui est la base et notre réserve. Donc pour moi il faut doser d'abord la ferritine et savoir où en sont nos réserves. Si nos réserves de ferritine est bonne, sont bonnes, s'il n'y a rien à signaler au niveau de la ferritine, il y a de fortes chances que derrière le fer, il n'y ait pas de problème de fer en fait. Mais en tout cas, un dosage de fer ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une déficience à venir très rapidement. Voilà, c'est ça qui est important d'avoir en tête. Les aliments qui sont riches en fer vont inclure les viandes rouges, les fruits de mer aussi, les céréales et les pains enrichis en fer par exemple, ça peut exister, les huîtres, les légumineuses, notamment les lentilles, le chocolat noir, plus la teneur en cacao est élevée, mieux c'est. Donc c'est une bonne motivation à manger du chocolat noir et non pas du chocolat au lait. Le tofu également, ou encore la spiruline qui est une algue qui est riche en fer et en protéines végétales. Consommer des aliments riches en vitamine C, pour la plupart par exemple, la plupart des fruits, des agrumes ou encore certains légumes verts, avec des aliments riches en fer comme des lentilles, va favoriser l'absorption du fer par le corps. Et dernière petite chose en termes d'assimilation, il faut limiter la consommation de thé, surtout à proximité des repas, car la théine inhibe l'assimilation du fer. Donc d'un côté, favoriser les aliments qui sont riches en fer de manière régulière, ça ne veut pas dire manger des lentilles à chaque repas ni de la viande à chaque repas, loin de là. L'excès est l'ennemi du bien, mais en tout cas s'assurer que dans l'alimentation de manière très régulière, il y a ce genre d'aliments présents dans l'assiette de sa cliente. Et aussi essayer de voir s'il n'y a pas une consommation excessive de thé, si oui, à quel moment également, et puis favoriser l'absorption du fer en ajoutant des sources de vitamine C, comme le citron, donc un filet de citron sur sa salade de lentilles par exemple. Ensuite, il y a le calcium. Le calcium, c'est un minéral qui va favoriser le fonctionnement des muscles, qui contribue à la formation des os, ça on le sait, et à leur protection, et qui aide aussi à réduire le risque d'ostéoporose. Et là, c'est donc important en cas d'aménorrhée de faire un maximum de choses pour limiter le risque d'ostéoporose qui est déjà présent, en tout cas le risque, je ne dis pas l'ostéoporose, le risque est déjà présent à cause d'une déficience en œstrogène. Le corps
emmagasine le calcium dans les os, ce qui veut dire que si on n'obtient pas suffisamment de calcium des aliments, il en prendra directement dans les os, il va justement les manger leurs réserves. Le corps des filles, des jeunes femmes de 9 à 18 ans, a un besoin de 1300 mg de calcium par jour pour former des os solides en vue de l'âge adulte. Les femmes adultes, quant à elles, ont besoin de 1000 mg de calcium par jour et les femmes ménopausées, post-ménopausées, ont un besoin de 1200 mg par jour pour ralentir la perte osseuse qui accompagne l'arrêt de la production d'œstrogènes. Donc une femme atteinte d'aménorrhée, pour moi les besoins se rapprochent de la femme post-ménopausée de manière à vraiment limiter l'ostéoporose, donc environ 1200 mg par jour. Parmi les aliments qui sont une bonne source de calcium, on va retrouver les yaourts et les fromages faibles en gras, en limitant ceux issus de la vache, j'ai pas dit éradiquer mais limiter, car derrière ils vont être pro-inflammatoires, ce qui va pas forcément être très intéressant. Mais ils vont être riches en probiotiques, donc c'est aussi intéressant pour la flore intestinale. Les boissons de soja qui sont enrichies en calcium, par exemple le tofu, le saumon, les sardines et les légumes feuilles vert foncé, comme par exemple le chou frisé, le brocoli et le pak choy qui sont riches en calcium. Ensuite, la vitamine D, qu'on appelle aussi la vitamine du soleil et qui aide le corps à se servir du calcium et du phosphore pour la formation et le maintien des os, des dents, mais également de l'immunité. Son caractère assez particulier vient du fait qu'elle est fabriquée par le corps lorsque la peau est exposée au soleil, à la lumière du soleil. Donc la saison, le moment de la journée, la couverture nuageuse, la pigmentation de la peau, l'utilisation de crème solaire aussi sont des facteurs qui vont pouvoir influencer la production de vitamine D. Il semblerait aussi que la vitamine D stimule la production des œstrogènes et de la progestérone. Aussi, on constate que des carences en vitamine D chez les femmes ayant le syndrome... on constate aussi des carences en vitamine D chez les femmes qui souffrent du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Sinon, hormis le soleil qui reste quand même la source à privilégier, donc 20 minutes d'exposition au soleil matinale pour que ce soit pas trop fort parce que c'est sans crème solaire, du visage, le cou, les mains et les avant-bras, c'est vraiment l'idéal. Sinon, on peut aussi trouver de la vitamine D dans l'alimentation à moindre mesure, comme dans les poissons gras, les jaunes d'œufs quand il est coulant, les aliments dits enrichis en vitamine D, comme certains produits laitiers, animaux et végétaux, mais ça reste de la vitamine D un peu de synthèse. Sinon, là on peut aussi conseiller de supplémenter la cliente en vitamine D à l'approche de l'hiver, après avoir réalisé encore une fois une prise de sang, mais généralement il y a souvent des carences en vitamine D, il n'y a pas trop de risques à prendre. Et jusqu'au printemps en privilégiant un complément sous sa meilleure biodisponibilité, sa meilleure forme, à savoir une forme huileuse, la forme D3 qui est plus assimilable par le corps et qui est couplée à la vitamine K ou K2 afin d'améliorer vraiment le transport de la vitamine D dans le corps et sa meilleure assimilation au niveau du foie. Ensuite, on retrouve aussi des besoins en vitamine C qui vont être intéressants et obligatoires pour le côté énergisant, mais aussi, comme on l'a vu, pour une meilleure absorption du fer. Donc là, la vitamine C, on la retrouve dans les agrumes, les brocolis, épinards et les haricots mange-tout également. On a aussi des besoins en vitamine B12. Donc la vitamine B12 qu'on appelle aussi cobalamine, qui intervient dans la synthèse de l'ADN et des acides gras dont on a besoin pour notre fertilité, la production d'énergie et le fonctionnement du système nerveux. Une partie des besoins de la des vitamines B12 est apportée par des aliments comme viande, foie, poisson, œufs, fromage, et l'autre partie est synthétisée par notre microbiote intestinal. Donc un déficit se traduit par une fatigue et des troubles de l'humeur et de la mémoire.
Il faut faire attention parce une carence en vitamine B12 est très compliquée derrière à remonter. Il peut avoir de graves conséquences sur la santé globale et sur la fertilité forcément. Donc en cas de régime par exemple végétalien, et bien là c'est une complémentation obligatoire en vitamine B12. Mais je le rappelle, la vitamine B12, elle est aussi synthétisée au niveau du microbiote intestinal. Donc une bonne santé intestinale est aussi primordiale. Même chez une femme qui mange des produits animaux, il faut s'assurer que son microbiote intestinal soit correct pour s'assurer derrière qu'il y ait une bonne assimilation de l'ensemble des vitamines, mais aussi là, de la production de la vitamine B12. Et notamment les femmes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y a de fortes chances qu'il y ait certaines carences en B12. Ensuite, il y a la vitamine E. Donc la vitamine E est très importante. C'est une vitamine qui est antioxydante, donc qui ralentit le vieillissement cellulaire, mais elle permet aussi à notre corps d'économiser de l'oxygène et elle va soutenir l'axe hypothalamus-hypophyse-ovaire. On la retrouve dans l'huile de germe de blé qui est vraiment parfaite pour les apports en vitamine E. On trouve aussi la vitamine E dans les oléagineux comme les noisettes, les noix, les amandes, en veillant à les faire tremper idéalement afin de supprimer leurs antinutriments et de maximiser justement leur concentration en calcium et en vitamine E. On en trouve également dans les graines de tournesol et l'avocat. L'avocat étant à conseiller à moindre mesure pour un aspect écologique. Et vraiment la vitamine E est un incontournable en cas d'aménorrhée. On va aussi veiller à ce qu'il y ait une présence de magnésium. Donc le magnésium participe notamment à la bonne sécrétion de la progestérone qui s'oppose notamment au taux élevé d'œstrogène et d'androgène. Donc c'est un incontournable dans la baisse de la fertilité et aussi dans les cas de SPM, mais là c'est un autre souci. On en trouve dans les oléagineux, les verdures foncées et il faudra aussi généralement se supplémenter pour faire face aux pertes en cas de stress intense, puisque le stress et l'excès de cortisol va puiser dans nos réserves en magnésium. Mais il ne faut pas non plus, encore une fois, se supplémenter de manière automatique ni avec n'importe quel magnésium qui pourrait avoir des conséquences comme par exemple des conséquences intestinales, notamment comme de la diarrhée, parce que tous les compléments de magnésium ne sont vraiment pas adaptés ni bien assimilés par le corps et ils peuvent surcharger au contraire le foie. Donc en général, le magnésium marin associé de la taurine, donc magnésium B6 associé de la taurine, est bien assimilé et biodisponible. Et enfin, on y pense peu, je l'ai mis dans la case des micronutriments, mais un élément essentiel, c'est l'eau. Et quand je dis eau, c'est boire de l'eau pure. Je ne parle pas de boire des tisanes, ni du thé, ni du café, ni autre chose. Bien sûr, les tisanes vont être intéressantes et très importantes, et d'ailleurs, il y a toute une partie qui va être dédiée aux plantes, mais là, je parle de l'eau pure, qui est vraiment la base. Les tisanes, c'est en plus. Pourquoi ? Parce que seule l'eau pure va hydrater en intracellulaire. Et ça va être nécessaire pour le fonctionnement de nos cellules de notre corps, nos cellules également de notre système reproducteur. Le thé et le café sont des boissons qui sont déshydratantes. Donc si on en boit avec modération, ok, et que ça ne vienne pas aussi dans le quota d'eau ingérée. Donc plutôt au moins 1 litre à 1,5 litre d'eau pure. Et ensuite, en supplément, on peut avoir un peu de thé, un peu de café si on aime ça, de bonne qualité, des tisanes, etc. qui vont avoir un aspect plus de soutien de certains émonctoires ou d'autres bienfaits. Mais ça n'empêche pas de boire de l'eau pure. Maintenant, voyons l'aspect vraiment alimentaire en cas d'aménorrhée liée à des troubles thyroïdiens. Les troubles thyroïdiens sont déclenchés en partie par l'alimentation et le mode de vie. Donc ça, on a déjà vu, hein, je ne vais pas refaire un rappel sur la thyroïde et le lien entre hypothyroïdie et aménorrhée. On l'a déjà vu dans des modules précédents. Je vais vraiment focaliser sur l'alimentation en cas d'hypothyroïdie par exemple, et d'aménorrhée en cas d'hypothyroïdie. Donc le régime alimentaire et l'environnement moderne nous expose à des toxines, à des facteurs de stress et à des carences en nutriments qui peuvent aggraver le stress de la glande thyroïde.
Outre le rôle important d'un apport sain en glucides dans la prévention de la résistance à l'insuline qu'on verra un peu plus tard, et des troubles thyroïdiens, les micronutriments, certaines vitamines et minéraux vont également être essentiels au maintien de la santé thyroïdienne. Les 4 principaux micronutriments pour la santé de la thyroïde sont l'iode, le sélénium, le zinc et la vitamine D. Trop ou trop peu de ces nutriments clés peuvent déstabiliser la thyroïde ou causer d'autres problèmes de santé comme l'aménorrhée, justement, comme on a vu précédemment. Donc en ce qui concerne l'iode, c'est un oligo-élément qui est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes. Elle joue un rôle majeur dans le développement cérébral et de nombreuses d'ailleurs fonctions métaboliques de l'organisme. L'iode est présent dans le sel de table enrichi, que je déconseille puisque le sel de table est raffiné, donc plutôt le sel marin. Bien entendu, les fruits de mer, le poisson et aussi les algues marines. Chez l'adulte, une carence en iode peut provoquer de la fatigue, des chutes de cheveux, de la constipation, de la frilosité, aussi une baisse de morale ou encore de la sécheresse de la peau. Donc faites attention aux femmes qui font et suivent des régimes sans sel par exemple, ou qui mangent sans sel parce que leur conjoint par exemple a un régime sans sel pour une autre raison et donc du coup elles ne salent pas le plat et elles ne ressalent pas derrière par exemple, et qu'elles ne mangent pas de poisson. Donc là il peut y avoir vraiment des carences en iode. Si vous détectez et vous suspectez une carence en iode, le mieux c'est de le détecter après par un test d'urine. Il y a aussi l'exposition à certains pesticides qui peut interférer avec l'absorption de l'iode, comme aussi une surcharge d'aliments goitrigènes. Ces aliments goitrigènes, c'est quoi? Ce sont des aliments comme les légumes crucifères, le chou frisé, le chou-fleur ou encore le brocoli. Ils ont d'autres avantages très importants pour la santé, donc il ne faut pas les négliger, mais voilà, il faut savoir qu'ils ne favorisent pas l'absorption de l'iode. Donc un régime très riche en ces légumes-là, sans sel et sans poisson, il peut y avoir il y a de très fortes chances qu'il y ait une carence en iode. Il est également facile d'augmenter sa consommation d'iode sans utiliser forcément de sel iodé en consommant les algues et des sources naturelles d'iode. Ensuite, un autre nutriment essentiel en cas de problèmes thyroïdiens et d'hypothyroïdien notamment, ça va être le sélénium. C'est le minéral le plus important de la fonction thyroïdienne. Les carences en sélénium sont très fréquentes et lorsque les niveaux de sélénium sont testés chez des personnes souffrant de troubles thyroïdiens, ils se révèlent souvent inférieurs aux niveaux normaux. Le sélénium, à quoi il sert? Il sert à la conversion de la T4 en T3 active, qu'on a vu précédemment déjà dans un précédent module, de sorte qu'une carence en sélénium peut provoquer des symptômes d'hypothyroïdie, même lorsque la thyroïde elle-même est toujours en bonne santé. Donc il faut faire attention, même si les bilans sanguins qui évaluent la santé de la thyroïde reviennent, donc le TSH par exemple reviennent bons, ça ne veut pas forcément dire derrière qu'il n'y a pas une carence en sélénium. L'iode et le sélénium interagissent ensemble dans la production des hormones thyroïdiennes. Donc c'est pour ça qu'il est également important de maintenir des niveaux optimaux dans les deux cas, sélénium et iode. Comme l'iode, un excès de sélénium peut aussi aggraver les problèmes de la thyroïde, mais généralement on est plutôt sur des carences. Donc nous avons les noix du Brésil qui sont très riches en sélénium, voilà, sans forcément en faire un excès encore une fois. La teneur en sélénium peut être d'ailleurs si élevée en noix du Brésil qu'une consommation fréquente peut aussi entraîner des excès. Mais 1 à 2 noix du Brésil par jour, c'est vraiment l'idéal. Le thon aussi, mais qui attention aux métaux lourds, le maquereau, les œufs et les champignons vont être également des bonnes sources en sélénium. Nous avons également le zinc. Alors le zinc va contribuer également à la conversion de la T4 en T3 active, donc nécessaire à la production de la TSH et donc de la santé thyroïdienne.
Aussi, le zinc est un oligo-élément vital qui va agir comme un catalyseur dans de nombreuses autres voies métaboliques du corps. Et la carence en zinc est très courante. Elle est estimée à environ 17% dans le monde. Et les bonnes sources de zinc, vous allez en trouver dans les huîtres, les viandes rouges et les graines de courge. Donc il y a aussi d'autres aliments que je vous ai mis à l'écran. Ce ne sont pas des infographies finales. Encore une fois, je vous le rappelle, dans cette formation, nous sommes en bêta-test, donc tout schéma ou représentation, illustration que je vous présente ne sont absolument pas finalisés. Et ensuite, nous avons la vitamine D dont j'ai déjà parlé juste avant. Attention, la vitamine D, encore une fois, la carence est vraiment très fréquente. La principale source, c'est le soleil. Ensuite, les petits poissons gras. Et enfin, la complémentation qui est presque systématique en hiver. Mais attention à la forme choisie. Maintenant, l'alimentation en cas d'aménorrhée liée à une hyperprolactinémie. En temps normal, le taux de prolactine sanguin est inférieur à 20 nanogrammes par millilitre ou 400 millui par litre en fonction des unités du laboratoire. Au-dessus de ça, on parle d'hyperprolactinémie. Donc le dosage, il se fait le matin à jeun avec une période de repos. Et la pathologie est confirmée après 2 prélèvements successifs. Alors, il faut savoir que seul un état de grossesse et d'allaitement présente des taux supérieurs, et ça c'est tout à fait normal. Le taux de prolactine augmente au cours de la grossesse et est multiplié par 5 à 20 en fin de grossesse pour préparer la maman à l'allaitement. Je le rappelle, la prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Les aliments qui vont aider à réguler le taux de prolactine, on va avoir les oméga 3, à savoir les huiles riches en oméga 3 comme noix, colzin, lin, chanvre, cameline, les petits poissons gras, les noix, les graines de chia moulues, les graines de lin moulues également ou trempées. J'insiste sur le moulu ou trempé, puisque si on les moue pas ou on les trempe pas, elles ne sont pas assimilables par le corps, on les rejette de la même manière qu'on les a ingérées, donc ça ne sert absolument à rien. Il va falloir aussi veiller à réduire sa consommation d'alcool pour éviter de surstimuler la production de prolactine. Il faut éviter de consommer notamment la bière, puisque la bière a des propriétés galactogènes et a été d'ailleurs traditionnellement utilisée pour favoriser et stimuler l'allaitement. Il est aussi assez connu que l'alcoolisme augmente les niveaux de prolactine aussi bien chez les femmes que chez l'homme d'ailleurs. Ensuite, on va privilégier à avoir un apport correct en glucides dans son alimentation, puisqu'une glycémie qui est trop basse peut également conduire à une hyperprolactinémie. C'est aussi pour ça que souvent les femmes anorexiques ou en tout cas en grosse restriction alimentaire sont plus sujettes aux excès de prolactine. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut avoir une présence d'une source complexe de glucides à chaque prise alimentaire. Donc faire attention vraiment à la glycémie et à la consommation de glucides par notre cliente. Enfin, nous allons avoir la vitamine B6 qui va inhiber la prolactine et la vitamine E qui va aussi réduire le taux de prolactine. Donc voilà, faire attention, si vous avez un bilan sanguin qui montre une hyperprolactinémie, c'est vraiment ce genre de conseil alimentaire sur lequel il va falloir se focaliser. Si ce n'est pas forcément le cas, de toute façon, par exemple, face à une personne qui ne mange pas assez de glucides, notamment une personne anorexique et des troubles du comportement alimentaire, il va falloir vraiment favoriser cette consommation en glucides et la réaugmenter. Ensuite, en cas d'aménorrhée, il y a une hyperinsulinémie. Alors, on va voir plusieurs choses dans ces cas-là. Le lien entre insuline, oméga 3 et aménorrhée, quel est-il ? L'inflammation induit une sécrétion des hormones surrénaliennes, qu'on appelle les corticoïdes. Donc,
les corticoïdes, les hormones surrénaliennes, sont anti-inflammatoires et libèrent également du sucre dans le sang. Si on libère du sucre dans le sang, alors l'insuline, donc cette autre hormone qui gère le sucre, le taux de glycémie, va être à son tour sécrétée. Or, l'insuline freine la libération de la FSH. Vous voyez un petit peu la boucle? L'hormone qui permet de préparer à l'ovulation, je vous le rappelle. Donc autrement dit, plus il y a d'inflammation, plus les surrénales travaillent, plus il y a de sucre libéré dans le sang et moins la FSH est fabriquée. Donc, pour limiter l'inflammation, il y a plein d'autres pistes. Bien sûr, il faut identifier toutes les pistes inflammatoires, qu'elles soient alimentaires et autres. Je rappelle, le stress est inflammatoire, des émotions peuvent être inflammatoires, des substances polluantes sont inflammatoires. Mais dans l'alimentation, les grosses sources d'inflammation quand même restent dans l'alimentation. Et les oméga 3 vont permettre et vont contribuer à limiter l'inflammation parce qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires. Leur avantage, c'est que ces oméga 3 ne libèrent pas de sucre dans le sang. Ils n'induisent donc pas de taux élevé d'insuline et la FSH continue d'être sécrétée normalement. Donc attention, parce que j'ai dit aussi précédemment qu'il fallait veiller quand même à avoir une alimentation qui est riche en glucides, notamment en cas d'hyperprolactinémie. Mais encore une fois, on va le voir un peu plus tard, il y a différents types de glucides. Maintenant, justement, voyons le lien entre indice glycémique, insuline et aménorrhée. Qu'est-ce que l'indice glycémique? L'indice glycémique, eh bien, c'est ce qui mesure le taux de sucre, autrement dit le glucose, dans le sang. Quantité de glucides versus indice glycémique. Les aliments vont être, de manière générale, seront plus ou moins forts en glucides. C'est ce qu'on appelle la charge glycémique, quantité réelle de glucides dans une portion de cet aliment. Mais les sucres de chaque aliment passent plus ou moins vite dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'indice glycémique d'un aliment. Donc le schéma que je vous montre à l'écran représente justement cette notion de temps en fait, de vitesse à laquelle le sucre passe dans le sang. L'index glycémique des aliments est la mesure de la vitesse du passage du glucose dans le sang. Et plus l'index est élevé, plus le taux de sucre dans le sang augmentera rapidement. À savoir qu'un index glycémique bas est inférieur à 50 et un index glycémique haut est supérieur à 100. Vous trouverez très facilement des tableaux sur internet qui répertorient et qui catégorisent les aliments en fonction de leur index glycémique qu'on appelle aussi IG. Maintenant, voyons un petit peu la relation entre IG, donc index glycémique, et insuline, puisqu'on vient de le voir, c'est quand même l'insuline qui nous intéresse parce qu'elle inhibe la FSH. Alors, que se passe-t-il quand on mange un aliment à fort indice glycémique? La glycémie va augmenter brusquement, poussant vers l'hyperglycémie. Dans ce cas, le pancréas génère une forte dose d'insuline, puisque c'est le pancréas qui fabrique l'insuline, donc pour répondre à cette forte charge glycémique, il va réagir et sécréter une forte dose d'insuline pour faire baisser le taux de glycémie dans le sang, puisque le corps n'est pas fait pour avoir beaucoup de sucre dans le sang. Le sucre est censé aller vers les cellules et alimenter la cellule. Donc l'insuline permet d'acheminer le glucose du sang vers la cellule des muscles par exemple. Et lorsque le taux de sucre dans le sang baisse, ça crée un effet coup de pompe, une sensation de manque et de faim. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Donc suite à une consommation élevée en quantité mais aussi d'un aliment à forte charge glycémique, le taux de sucre dans le sang va fortement augmenter. Le corps va réagir pour essayer de vite évacuer ce sucre-là en sécrétant aussi beaucoup d'insuline. Et du coup, comme il y a beaucoup d'insuline, eh bien, beaucoup de glucose vont aller dans les cellules. Donc en fait, on va se retrouver avec un système et un mécanisme on-off. On, il y avait beaucoup de sucre dans le sang et très rapidement, off, il n'y a plus de sucre dans le sang. Et là, on ressent quoi? On ressent ce coup de pompe, cette fatigue qui est l'hypoglycémie réactionnelle. Et maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais vous expliquer un peu
et zoomer sur l'indice insulinique, qui est beaucoup moins mentionné dans la littérature en général et dans d'ailleurs les formations qu'on peut avoir. Donc l'index insulinique, qu'on représente par 2 I, contrairement à l'index glycémique IG, renseigne sur la sécrétion d'insuline occasionnée par la consommation d'un aliment. Il se mesure 2 heures après l'ingestion de l'aliment testé en quantité adéquate pour apporter 240 kilocalories. Ça, c'est la mesure de l'index insulinique, c'est le protocole. Et l'indice de référence est celui du pain blanc qui est fixé à 100 et qui a lui-même un indice glycémique à 100. L'index insulinique mesure directement le taux d'insuline dans le sang. En général, l'index glycémique et l'index insulinique sont hautement corrélés. Mais certaines études ont mis en évidence que certains aliments contenant peu d'hydrates de carbone, comme les sucres, les amidons et la cellulose, déclenchaient de fortes réponses insuliniques. Les aliments qui entraînent une augmentation importante de la glycémie sont ceux qui stimulent le plus la production d'insuline. Jusque-là, c'est plutôt logique. C'est pourquoi les aliments qui sont riches en glucides et qui ont un fort IG, donc index glycémique, comme par exemple les féculents ou encore les aliments transformés riches en sucre raffiné, ont également un index insulinique élevé. Et les aliments qui fournissent des protéines et des lipides, par exemple des viandes ou des poissons, ont également, dans une moindre mesure, un impact sur la libération d'insuline. Par exemple, le lait ou le yaourt nature, bien qu'ils soient pauvres en glucides et qui ont un index glycémique faible, 30 chacun, donc en dessous des 50, ont un index insulinique important, respectivement 145 et 115. Certaines de leurs protéines, qu'on appelle le petit lait, stimulent fortement la production d'insuline. Les produits laitiers fermentés et non fermentés donnent lieu à des réponses hyperinsuliniques dépassant de loin ce que l'on pouvait attendre d'un faible taux glycémique. Donc malgré un IG bas, les produits laitiers par exemple présentent des indices insuliniques 3 à 6 fois plus élevés. Donc le yaourt, le lait, la crème, le fromage cottage par exemple ou encore des produits laitiers fermentés ont de puissantes propriétés de stimulation de l'insuline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits à base de protéines de lait, notamment de lactosérum, contribuent à l'élévation du taux d'insuline et des facteurs de croissance insulinique. C'est le principe d'ailleurs évolutif du lait de mammifère pour favoriser la croissance et soutenir les conditions anabolisantes du nouveau-né pendant la période d'allaitement. Donc c'est tout à fait son rôle en fait. Les protéines de lactosérum sont les inducteurs les plus puissants de la stimulation de l'insuline. Donc lorsque l'on combine du lait et des glucides, comme du lait au chocolat avec du sucre par exemple, des choses comme ça, eh bien on potentialise l'activation de la production d'insuline. Donc par exemple la prise de lait avec des cornflakes et c'est une combinaison de protéines de lait et donc très insulinique et de glucides hyperglycémiques. Donc là on a une bombe insulinique dès le matin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, finalement, c'est vraiment l'indice glycémique, c'est très important, mais l'index insulinique, c'est encore plus important quand on sait le lien entre l'insuline et la FSH. Et comme tout n'est pas forcément très simple, index glycémique et index insulinique sont très souvent corrélés, mais ne le sont pas toujours. Charge glycémique et index insulinique sont bien corrélés pour les aliments glucidiques. En revanche, les aliments riches en protéines, notamment protéines de lait, ou en lipides dont la charge glycémique est pourtant faible à nulle, peuvent avoir un index glycémique modéré ou élevé. Et donc ça, c'est pas toujours simple et on ne le sait pas forcément, mais c'est important de l'avoir en tête.
quel est le lien entre insulinémie et aménorrhée? Donc je renfonce un petit peu le clou. Ce qui va nous intéresser dans le cas du cycle féminin, c'est donc cette sécrétion d'insuline. Pourquoi? Puisqu'une hypersécrétion d'insuline conduit à une hausse des triglycérides sanguins, des graisses impliquées notamment dans les atteintes cardiovasculaires, et à une baisse du bon cholestérol, notamment ce qu'on appelle le HDL, qui est protecteur des artères. Or, nous avons aussi besoin de ce bon cholestérol pour synthétiser nos hormones stéroïdiennes. Donc l'insuline a aussi de nombreuses interactions avec l'ensemble du système endocrinien en général. Non seulement il va limiter la production de FSH, qui va donc perturber l'ovulation, mais aussi il va inhiber la transformation des graisses et des triglycérides en bon cholestérol. Or, nous avons besoin de ce bon cholestérol pour fabriquer et synthétiser nos hormones sexuelles, à savoir œstrogène et progestérone. Donc, grosso merdo, ce qu'il faut retenir, c'est que forte insuline égale faible FSH et faible œstrogène, faible progestérone. Voilà ce qu'il faut en fait retenir. Si on zoome sur le SOPK, la majorité des personnes atteintes du SOPK présentent une résistance à l'insuline ou une insuline élevée. L'insuline élevée est à la fois un symptôme du SOPK et aussi un moteur physiologique sous-jacent. Donc juste, qu'est-ce que la résistance à l'insuline? Eh bien, en cas de résistance à l'insuline, la glycémie peut être normale, mais l'insuline reste élevée quant à elle. Pourquoi? Tout simplement parce que le pancréas doit fabriquer de plus en plus d'insuline pour essayer de faire passer son message, et un excès d'insuline génère une inflammation qui entraîne la prise de poids. Un excès d'insuline est également un moteur physiologique donc sous-jacent du SOPK, et c'est aussi pourquoi les femmes atteintes de SOPK, qui peuvent donc aussi être atteintes d'aménorrhée due à un SOPK, sont plus en surpoids que les femmes qui sont atteintes d'aménorrhée en cas par exemple d'anorexie, où elles vont être en sous-poids. Et donc la relation entre la résistance à l'insuline et le SOPK, comme je disais, la résistance à l'insuline est une caractéristique clé du SOPK, tant chez les femmes obèses que chez les femmes très maigres. Elle présente chez 70 à 95% des personnes atteintes du SOPK obèses et chez 30 à 75% des personnes atteintes du SOPK chez les femmes plus maigres. L'insuline élevée n'est pas seulement un symptôme du SOPK, c'est aussi donc le moteur, comme je disais, important. Une insuline élevée peut entraver l'ovulation et amener les ovaires à fabriquer un excès aussi de testostérone. Bref, ça fout le bazar partout. D'ailleurs, une étude de recherche a observé qu'un taux croissant de SOPK est en corrélation avec une augmentation de l'obésité et de la prise de poids au cours des 10 dernières années. Et un autre article a décrit qu'une augmentation galopante en parallèle avec l'augmentation de la prévalence du diabète de type 2. Bref, il faut faire la chasse à l'insuline. Mais attention de ne pas en parallèle créer des restrictions alimentaires. C'est là où le bas blesse, c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué et il faut, en tant qu'accompagnant, il faut réussir à mêler les informations théoriques que l'on a et qu'on sait très importantes pour notre cliente, avec aussi l'approche que l'on va avoir, notre état d'esprit, de manière à ne pas d'ailleurs créer d'autres déséquilibres, notamment émotionnels et psychiques, encore plus dans les cas d'aménorrhée. Comment on fait pour tester la résistance à l'insuline? Eh bien, pour confirmer en fait cette résistance à l'insuline, on peut faire un test sanguin comme le test de l'insuline à jeun, qu'on appelle aussi indice HOMA-IR, HOMA-IR, ou un test de provocation à l'insuline de 2 heures. Je rentrerai un peu plus dans le détail dans le module, puisqu'il y aura un module qui sera lié justement à SOPK. Alors, un module qui sera lié vraiment à l'aménorrhée due au SOPK dans la suite. Et peut-être plus tard, dans le projet Naturocycle au global, il y aura aussi tout un module sur les SOPK. Donc finalement, comment faire pour minimiser la sécrétion de l'insuline? Donc faire attention aux aliments qui sont riches en glucides avec un IG élevé, au-delà de 55, et qui induisent une glycémie élevée, et donc une production d'insuline importante, corrélée à leur IG. On peut citer par exemple le riz blanc, le pain blanc, donc sauf le riz basmati. Le riz basmati blanc est une exception à la règle. Il a un IG plutôt moyen.
Le pain blanc aussi, tout ce qui va être blanc après, hein, les galettes de riz aussi soufflées, souvent les galettes dites régime, hein, les galettes de riz soufflées c'est une bombe glycémique, et les farines blanches. En fait, principalement les aliments qui sont raffinés, sans enveloppe de céréales, sans l'enveloppe de leurs céréales, sans leurs fibres. Au contraire, on va privilégier les aliments riches en fibres qui ont généralement un IG bas et des réponses postmordiales plus basses au niveau de la glycémie et de l'insuline et qui vont aussi agir à réduire la résistance à l'insuline. Par exemple, la réponse à l'insuline d'un repas pauvre en fibres est 2 fois supérieure à un repas équivalent en quantité de glucides nets mais riches en fibres. Donc voilà, il faut vraiment savoir que la présence de fibres va vraiment ralentir l'index glycémique et insulinique du repas. Après, d'autres petites astuces, par exemple le psyllium, puisque la cellulose des légumes améliorerait la sensibilité de l'insuline. Donc on comprend aussi très bien l'importance de consommer des fibres qui proviennent des légumes, donc notamment les légumes riches en fibres et riches en cellulose. On va avoir les poireaux, les choux, les haricots verts, les blettes, les endives, ou encore aussi les graines et les oléagineux comme le graine de chia, graines de lin, chanvre, amandes, noix du Brésil, qui vont être aussi riches en cellulose. En tout cas, on peut aussi intégrer des farines d'oléagineux riches en fibres et le psyllium qui peut être aussi intéressant, qui n'est absolument pas de goût, mais qui peut être aussi très intéressant dans le cas de constipation par exemple. Ensuite, l'ingestion de protéines alimentaires induit la sécrétion d'insuline, mais cette réponse n'est pas similaire suivant le type de protéines consommées. Par exemple, une association de protéines végétales de haute qualité va induire dans une moindre mesure la sécrétion d'insuline que des protéines animales de haute qualité comme la caséine, comme on l'a vu, protéines des produits laitiers. Les acides aminés générés après la consommation des protéines de soja stimulent dans une moindre mesure également la sécrétion d'insuline. Et la consommation des petits poissons gras riches en oméga 3 comme les sardines améliore la sensibilité à l'insuline. Donc, une alimentation hyper protéinée, notamment hyper protéinée en protéines animales ou des protéines dites protéines de whey qui sont faites à partir de lait, aura de nombreuses conséquences sur la sécrétion d'insuline mais aussi de l'IGF-1 et perturbera aussi l'équilibre du microbiote, donc en faveur de bactéries de putréfaction et donc potentiellement limiter l'assimilation des nutriments et de la qualité nutritionnelle de nos repas. Donc attention aux femmes qui ont une dépendance au sport et une alimentation peut-être hyper protéinée. Là, on peut avoir de fortes sécrétions d'insuline. Concrètement, les aliments avec un indice insulinique inférieur à 30% sont vraiment ceux à privilégier et ceux au-dessus de 55 sont à limiter sans forcément imposer la restriction. Ça, c'est important. Voici un tableau avec quelques références d'index insulinique. Je vous laisse mettre pause si vous voulez avoir plus d'informations. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier le gras. Le gras, c'est vraiment le roi du cycle, mais derrière lequel choisir pour retrouver ses règles. Dans de nombreux régimes, on fait vraiment la chasse au gras. On nous répète à la télé que pour la santé, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. On raconte tous les dangers au sujet du cholestérol. Malheureusement, certaines femmes, voulant trop bien faire, sont tombées vraiment dans l'excès inverse. Plus une goutte d'huile. Et j'en rencontre presque toutes les semaines des femmes qui n'ont absolument quasiment aucun apport en gras. Des viandes maigres, plus jamais de beurre. S'il n'est effectivement pas bon d'en surconsommer, il n'est pas bon non plus de les bannir ou de les sous-consommer. D'ailleurs, quand une femme n'en mange plus du tout, elle n'a plus ses règles. Et généralement, c'est vraiment lié. Donc ça démontre vraiment bien l'intérêt des lipides dans notre système hormonal. Donc si on fait le zoom un petit peu sur le cholestérol c'est un type de corps gras produit à 70% par notre organisme. Donc arrêtons de dire que tel et tel aliment est riche en
en cholestérol, ça vient avant tout de notre corps. Certes, il reste 30% qui sont apportés par l'alimentation pour répondre aux besoins du corps. Donc on retrouve le cholestérol dans les aliments d'origine animale, la viande, le beurre, le fromage, les œufs. Ces produits sont généralement très consommés et ou des fois on en manque aussi beaucoup. Des fois les deux sont vrais et les deux extrêmes sont présents. Les problèmes sont plutôt liés aux excès, généralement, effectivement, notamment tout ce qui est de problèmes cardiovasculaires, si on mange un excès de viande ou de beurre, en plus qui est un produit laitier qui pourrait avoir une charge insulinique importante. Pour autant, il y a aussi des personnes qui n'en consomment pas suffisamment et qui limitent vraiment leur apport, comme les femmes qui sont anorexiques ou orthorexiques, enfin en tout cas qui souffrent d'anorexie ou d'orthorexie. Le cholestérol, c'est aussi le précurseur de la vitamine D et le précurseur des oestrogènes et de la progestérone, je le rappelle. Ensuite, dans le gras, nous avons également les oméga 6 qui vont être importants, qui font partie des acides gras dits essentiels, car notre organisme ne peut pas les synthétiser lui-même. On va les retrouver dans les huiles végétales, tournesol, cartame, sésame, pépins de raisin, mais aussi dans des sources animales comme la viande, le beurre, les œufs, la charcuterie, les fromages. Ils comportent de nombreux intérêts pour l'organisme. Par exemple, ils vont impacter le processus inflammatoire, soit en le freinant, soit en le stimulant, ça dépend de leur excès ou non. Et le système immunitaire, pareil, soit en le freinant, soit en le stimulant. Et les oméga 6 vont également abaisser l'excès d'œstrogène s'il y a un excès présent et une trop forte sensibilité à la prolactine et aussi il y a un surplus en prolactine. Mais attention, tous les oméga 6 n'agissent pas dans cet intérêt et notamment ceux par contre qui sont très intéressants pour la femme, c'est les huiles de bourrache et d'onagre riches en oméga 6 qui sont très intéressants pour l'équilibre hormonal de la femme. Et nous avons les oméga 3 qui sont eux aussi le roi des gras, acides gras essentiels, qui est aussi apporté par l'alimentation. Et contrairement aux oméga 6, les carences sont beaucoup plus fréquentes. Les oméga 3 se trouvent dans certaines huiles, colza, noix, lin, cameline par exemple, mais aussi dans les petits poissons gras comme le saumon, le thon, le hareng, les anchois aussi. Ils régulent la sécrétion de FSH en régulant l'inflammation et le taux d'insuline, ça on vient de le voir. Alors attention, toutes les huiles ne se valent pas. Parmi les huiles, certaines n'auront aucun intérêt pour l'organisme, comme les graisses trans. Il s'agit d'acides gras transformés par l'industrie alimentaire pour empêcher les huiles de rancir. Elles peuvent être vendues beaucoup plus longtemps. C'est plus simple. Par contre, le corps ne sait absolument pas s'en servir. Donc pour garder un cycle hormonal en bonne santé, il est vraiment nécessaire d'avoir dans son alimentation des huiles d'origine biologique, extraites à froid et de première pression à froid. De cette manière, on peut garantir son apport d'acides gras de qualité. Par contre, certaines huiles, comme celles riches en oméga 3, sont fragiles et doivent être conservées au réfrigérateur et ne jamais être utilisées en cas de cuisson. C'est le cas de toutes les huiles riches en oméga 3. Et puis les huiles par exemple de noisettes et d'olive peuvent être consommées en cas de mijoter. Et les huiles de coco et de sésame et le ghee en cas de forte cuisson. Voilà pour le gras. Je voulais à présent faire également le focus sur un deuxième roi du cycle qu'on néglige peut-être, mais dont je vous ai déjà grandement parlé, mais je remets un point dessus, je refocalise un peu dessus. Ce sont les intestins et l'importance de la santé digestive. Je vais pas forcément, l'idée c'est pas du tout de faire un cours sur la santé digestive, ni de parler des maladies chroniques inflammatoires des intestins, mais juste pour vous repréciser que parler d'hygiène alimentaire sans parler de santé digestive, pour moi, c'est presque faire des efforts pour pas grand-chose.
parce que toute l'énergie que l'on va mettre à rendre une alimentation beaucoup plus qualitative en termes d'équilibre nutritionnel et de qualité nutritionnelle, derrière, si notre santé intestinale n'est pas apte à accueillir toute cette vitalité provenant des aliments, eh bien les efforts sont un peu réduits à néant. La santé digestive, notamment tout ce qu'on peut appeler l'équilibre ou le déséquilibre de la flore intestinale, qu'on appelle également état de dysbiose, eh bien peut être engendré par plein de choses. Il y a plein de facteurs possibles, dont le stress, dont la prise de médicaments, dont l'alimentation, bien entendu, les toxines et polluants, le sport intensif, auquel peut-être vous serez confronté en cas de personnes, de femmes souffrant d'aménorrhée due peut-être à des comportements alimentaires, comme l'anorexie avec effet compensatoire sportif, ou des femmes ayant une haute activité sportive, des femmes peut-être même professionnelles du sport souffrant d'aménorrhée. Sachez que le sport intensif est un facteur déséquilibrant de la flore intestinale, du microbiote intestinal. Donc forcément derrière, s'intéresser à la santé digestive en parallèle, c'est primordial. Quel que soit le poids de la personne, quelle que soit finalement la typologie d'aménorrhée, il faut vraiment faire un focus sur l'hygiène digestive. Donc pour cela, on peut poser des questions et rechercher d'éventuels troubles intestinaux, ballonnement, ventre qui gonfle, remontée acide, intolérance alimentaire, c'est-à-dire par exemple des douleurs après l'ingestion de certains aliments. Inviter la personne, si c'est le cas, à tenir une sorte de journal alimentaire, en précisant bien que le but n'étant pas de contrôler son alimentation, mais de rechercher les éventuels aliments qui lui poseraient problème. Donc c'est vraiment dans cette optique qu'il faut présenter la chose, de manière à ce que face à une femme notamment qui est sujette à des troubles du comportement alimentaire, ça ne vienne pas renforcer son comportement vis-à-vis de son assiette. Mais ça reste important de déceler les éventuelles allergies ou intolérances dues à certains aliments, mais également peut-être un comportement alimentaire, par exemple un manque de mastication, par exemple. Dans ce cas, s'il y a d'éventuelles intolérances identifiées, eh bien, on pourra proposer une éviction momentanée des aliments concernés pendant la période de réparation intestinale et puis après les réintroduire au fur et à mesure. Donc là je parle bien de dysbiose intestinale, je ne parle pas par exemple de maladie de Crohn où là l'intolérance au gluten est ferme et définitive, mais de dysbiose intestinale ou encore de porosité intestinale. C'est-à-dire que la paroi intestinale a été, à force d'être face à des facteurs déséquilibrants, devient poreuse et laisse passer également des toxines dans le sang qui ne devraient pas s'y retrouver, ce qui va atteindre les cellules et derrière potentiellement amener des agents pathogènes à des endroits du corps dans lesquels ils ne devraient pas se trouver. Donc ça peut engendrer des déséquilibres de santé, comme par exemple des déséquilibres au niveau de la reproduction, donc potentiellement venir pas forcément déclencher un état d'aménorrhée, mais l'entretenir. Voilà. Donc il faut avoir cette notion en tête qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pense directement, mais qui reste central. Après, si vous voulez vraiment rentrer dans les protocoles de réparation intestinale, etc., là je vous invite à vous renseigner de votre côté, soit on pourra en faire si vous voulez une session particulière, ça pourrait être l'occasion de faire des webinaires supplémentaires à ces modules de formation spécifiques sur certaines questions. Mais voilà, en tout cas déjà s'intéresser au fonctionnement digestif de votre cliente, même en cas d'aménorrhée. Finalement, quelle serait une assiette entre guillemets idéal en cas d'aménorrhée? Déjà, l'assiette idéale, les bases, c'est d'avoir des protéines, que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, des légumineuses ou des oléagineux,
Alors je dis ou, mais c'est plutôt est, enfin et. Ça dépend après des régimes alimentaires de chacune, mais encore une fois, c'est la variété qui compte et en quantité suffisante. Les protéines, sans partir sur de l'hyperprotéine, attention, mais c'est-à-dire une portion de protéines à chacun des repas, que ça passe par une portion de légumineuses, d'oléagineux, une portion d'aliments de protéines animales. Les protéines animales ne sont pas nécessaires à chaque jour, loin de là, mais le poisson, on peut considérer 2 à 3 portions de poisson par semaine et des œufs au moins 6 par semaine, sans souci, si encore une fois la tolérance est possible et si le régime alimentaire de la cliente le permet. Aussi une petite portion, enfin je dis une petite, non, une portion de féculents, alors en privilégiant ceux à index glycémique bas ou modéré et en vérifiant également, en prêtant attention à l'indice insulinique des aliments pour ne pas perturber le pic éventuel de LH ou en tout cas la préparation au pic de LH et également de l'hormone FSH dont on a vu le lien entre insuline et FSH. Faire une part belle aux portions de fibres, de légumes verts notamment, qui vont être riches en tous les nutriments, micronutriments qu'on a vus précédemment. Donc qu'ils soient cuits, qu'ils soient crus, sans oublier vraiment la portion de cru qui est très très importante pour l'apport de vitamines, de minéraux, de fibres solubles, insolubles. Et l'apport d'aliments crus vraiment est riche en vitalité et ça quelle que soit la saison. Et sans oublier les aliments qui sont riches en oméga 3, à savoir les petits poissons gras ou encore des huiles végétales riches en oméga 3 qu'on a vu précédemment, ou encore les noix, les graines de chia, les graines de lin, etc. Donc ça c'est vraiment, on va dire, ça doit être la base de l'alimentation en cas d'aménorrhée et bien finalement s'assurer que tout ça est présent chez notre cliente. Et ensuite, on peut avoir certains super aliments supplémentaires, comme par exemple les fruits de mer, comme les huîtres, les moules, les palourdes ou encore les bulots qui apportent l'ensemble des oligo-éléments et des protéines nécessaires à la fertilité et à l'ovulation. L'huître est particulièrement riche en B12. Les moules, c'est une excellente source de fer. Donc, vous mangez des moules avec un peu de lentilles et un filet de citron à côté, par exemple, c'est le combo incroyable en protéines et en fer. Encore une fois, si jamais c'est pas possible en termes de régime alimentaire, de conviction alimentaire, dans ce cas, vous allez aussi avoir la possibilité de faire le plein de ces oligo-éléments, mais également de iode, bon pour la thyroïde, avec des algues, par exemple comme le kombu, ou la dulce, ou la laitue de mer, ou les haricots de mer. Alors tout ça, tout ce que je vous présente, c'est 100% français, à part une plante que je vais vous présenter après. Voilà, donc c'est riche en iode et ça va stimuler la thyroïde. Ensuite, une belle poignée de chaque jour d'un mélange d'amandes, de noisettes, de graines de tournesol, de graines de courge par exemple. Ces oléagineux sont vraiment riches en vitamine E, en zinc et en magnésium, donc tout ce qu'on a vu pour faciliter la fertilité et le retour d'un cycle. Les céréales complètes et notamment les germes de blé ou de levure qui sont riches en vitamine B pour nourrir tout le métabolisme, aussi très nécessaire pour la fertilité. De la viande rouge ou du boudin noir par exemple 1 à 2 fois par semaine ou même 1 fois par mois si la conviction alimentaire le permet, pour apporter vraiment un gros boost de protéines, de fer et de zinc. Voilà, moi je sais par exemple que je ne mange plus de viande depuis des années et c'est vrai que on m'avait conseillé notamment de rajouter une portion de boudin noir 1 fois par mois suffirait largement pour refaire un peu le plein de zinc et de fer pouvant manquer compte tenu de mon état d'aménorrhée de plusieurs années. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté, alors mes convictions alimentaires sont toujours présentes. Alors j'ai varié un peu mon alimentation maintenant, mais de temps à autre je rajoute du boudin noir de manière très très disparate, mais c'est revenu dans mon alimentation et ça permet en fait vraiment de refaire juste un petit plein, un petit réservoir. Voilà, après chacun fait aussi comme il veut et comme il le peut.
Les avocats, néanmoins venant un peu de loin, les petits poissons gras comme je l'ai dit, les huiles de noix, bon ça je me répète, mais il faut vraiment pas les omettre dans son alimentation. Et enfin une plante qui ne vient pas de France pour le coup, mais qui est assez intéressante, qui est une plante à la fois adaptogène et à la fois équilibrante au niveau des hormones, c'est le fameux maca que l'on voit souvent sous forme de poudre et que l'on peut ajouter à certains plats, à des soupes, à des smoothies, en faire des lattés, par exemple des boissons chaudes avec un peu de miel, du lait végétal, des choses comme ça. Et ça peut vraiment soutenir grandement le fonctionnement du cycle de notre cliente atteinte d'aménorrhée. Et enfin, dernière pratique possible, c'est le fameux cycle des graines qui consiste à manger et à consommer certaines graines en fonction de certaines périodes du cycle. Alors là, dans le cadre de l'aménorrhée, bien entendu, il est compliqué de savoir dans quelle phase de cycle on est, si ce n'est qu'il n'y a peut-être pas de cycle. Néanmoins, au vu de tous les bienfaits des graines, notamment graines de sésame, graines de tournesol, graines de lin et graines de courge, compte tenu de tous leurs bienfaits, il est vraiment très intéressant de les intégrer dans son alimentation sans forcément suivre la procédure du cycle des graines, à savoir prendre certaines graines à certaines périodes de son cycle, mais déjà de les réintégrer si ce n'est plusieurs fois par semaine, de manière assez régulière, pour apporter à la fois, booster à la fois les œstrogènes et booster à la fois la progestérone. Il faut savoir que par exemple les graines de lin et les graines de courge boosteraient les œstrogènes, alors que les graines de tournesol et les graines de sésame boosteraient la synthèse de la progestérone qui intervient notamment en deuxième partie de cycle après l'ovulation. Donc voilà un petit peu ce qui va être intéressant de faire. Et alors là, ce que je vous ai remis, j'avais créé quelques infographies dans mon livre Plus jamais malade. J'avais créé quelques petites infographies qui permettent aux personnes un peu de s'y retrouver. Quand on parle de glucides, de lipides, de protéines, c'est un peu compliqué des fois de savoir où sont les glucides, où sont les lipides, où sont les protéines. Donc là, c'est un petit récapitulatif. Je ne sais pas si ça vous servira à vous, ça pourrait très bien servir à vos clientes. Donc voilà, en tout cas si c'est intéressant, je pourrais les mettre dans la boîte à outils en format PDF directement pour que ce soit de meilleure qualité. N'hésitez pas à me le dire dans le questionnaire de feedback après le visionnage de la vidéo. Et ici un petit tableau récapitulatif des besoins vraiment spécifiques en fonction des problématiques engendrant un état d'aménorrhée. Donc de manière générale, les besoins vraiment très spécifiques en termes de fertilité. Alors bien sûr, en plus des bases, d'un apport en protéines, en glucides, en lipides, de bonne qualité, avec un bon ratio entre l'apport et la dépense. Et voilà, je sais plus ce que je veux dire, mais voilà. Et puis ensuite, en cas d'hyperprolactinémie, eh bien, faire d'autant plus attention à bien avoir des oméga 3, réduire l'alcool, notamment la bière, augmenter les glucides pour le coup, vitamine B6 et vitamine E qui vont être vraiment importantes en cas d'hyperprolactinémie parce que elles vont réduire la prolactine. En cas d'aménorrhée due à une hyperinsulinémie ou un SOPK, pareil, les oméga 3, réduire les aliments principalement à IgO, mais également les aliments à indice insulinique supérieur à 55, notamment attention à la consommation des produits laitiers qui sont un peu des faux amis, augmenter la consommation de fibres mais également de psyllium ou en tout cas de tout légume riche en cellulose. Le soja peut être aussi intéressant et réduire les protéines animales. En tout cas, attention aux protéines animales en excès. Et puis en cas d'hypothyroïde, dans ce cas, veillez à bien faire le plein d'iode, de sélénium, de zinc et de vitamine D tout particulièrement. Maintenant que l'on a fait le tour sur tout l'aspect alimentaire, et notamment en termes de nutrition et de quel aliment intégrer, il me semblait vraiment important également de parler des substances reprotoxiques
à éviter pour le cycle hormonal. Donc cette dernière partie de la vidéo va être une partie un peu entre deux, puisque vous allez voir qu'il y a des conseils et des choses qui sont au sujet des aliments consommés. Donc ça rentre dans le chapitre de l'hygiène alimentaire, mais forcément les perturbateurs endocriniens, les substances reprotoxiques ne se retrouvent pas uniquement dans l'alimentation, mais je les ai quand même introduites dans ce module-là. Donc les substances, quelques petites définitions. Déjà, on voit que les substances reprotoxiques peuvent vraiment avoir des effets graves et irréversibles sur la santé reproductive des hormones et des femmes. Ça va vraiment impacter à la fois les organes reproducteurs, mais également la thyroïde. Elles peuvent porter atteinte à la fertilité masculine, féminine, avoir des effets néfastes aussi pour la descendance, donc la période précédant la fécondation, lorsque les cellules sexuelles masculines et féminines arrivent à maturité. C'est en effet une période très sensible aux expositions à l'environnement. Donc là, on parle plutôt de conception. Et ça va avoir une influence assez négative sur les femmes enceintes également pendant les premières semaines de leur grossesse, lorsque l'embryon est extrêmement sensible aux influences environnementales. Dans ces substances reprotoxiques, on retrouve les fameux perturbateurs endocriniens que vous connaissez certainement, au moins de nom. Les perturbateurs endocriniens, qu'on voit aussi sous l'appellation PE, sont des substances ou des mélanges chimiques d'origine naturelle ou artificielle de synthèse, possédant la capacité d'interférer avec le système hormonal, appelé également système endocrinien. Ils peuvent avoir des effets néfastes sur les fonctions aussi essentielles que la reproduction, la croissance, le développement ou encore le métabolisme. Donc là, on parle de conception, mais bien sûr que les substances reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens ne touchent pas que le système reproducteur notamment. Ces effets concernent les individus qui sont directement exposés, mais également leur descendance, comme je viens de le dire. Ils sont présents partout, c'est ça qui est un peu compliqué, aussi bien dans notre sphère personnelle que professionnelle. L'impact de ces substances est donc vraiment non négligeable sur la santé reproductive de la femme. Bien que nous ne soyons pas sur une formation dédiée à la fertilité, vous avez bien compris que jusqu'ici, un état d'aménorrhée reflétait au final un état d'infertilité plus ou moins long. Donc lorsque l'on pense aménorrhée et piste d'évolution pour mettre fin à cet état, il devient à mon sens indispensable de se préoccuper plus largement de la fertilité, et les substances reprotoxiques dont les perturbateurs endocriniens font partie des ennemis de notre fertilité. Alors, où est-ce qu'on les retrouve et comment on peut les éviter? D'abord, il faut essayer de limiter leur exposition. Pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, je vais vous présenter quelques petits rappels principaux à suivre et à conseiller, surtout lorsque l'on souhaite retrouver un cycle et prendre soin de sa fertilité en vue ou non d'un projet de grossesse. Donc, privilégier une alimentation biologique. Ah oui, donc là j'avais oublié, excusez-moi, de vous mettre où est-ce qu'on peut les retrouver. Donc comme on le voit, on le retrouve un peu partout. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour bien analyser cette image. Donc comment faire? Donc privilégier une alimentation biologique pour certains produits ou d'agriculture raisonnée pour d'autres. Le but, c'est pas forcément de tout manger biologique, mais c'est en tout cas de faire attention. Là, je vous ai mis une infographie qui représente vraiment les 16 fruits et légumes qu'il est plutôt recommandé de manger bio, ou en tout cas de bien s'assurer qu'il y a très peu de pesticides. Après, il faut connaître son agriculteur par exemple, même s'il n'est pas bio, parce que ce sont des fruits et des légumes qui sont fragiles. Donc on retrouve des forts taux de pesticides à l'intérieur si on les consomme. À droite, je vous ai mis une infographie tout particulièrement qui représente les fruits et légumes qui contiennent le plus ou le moins de résidus pesticides. Voilà, donc comme ça, vous fait une petite liste de base de préoccupations à avoir sur certains aliments pour ne pas non plus avoir quelque chose de trop restrictif. Également, on va essayer de limiter la consommation des gros poissons, parce qu'on parlait tout à l'heure des poissons gras pour faire le plein en oméga 3, mais je vous ai rarement parlé du saumon et du thon, notamment parce que les gros poissons accumulent des métaux lourds, donc on va essayer de les éviter également. Donc finalement, en fait,
Voici un petit peu, en fait les gros poissons sont ceux qui vont manger les plus petits poissons, donc il va y avoir une accumulation de métaux lourds. Voilà pourquoi en privilégiant les petits poissons qui sont finalement au tout début de la chaîne alimentaire, on risque d'avoir moins de métaux lourds que les gros poissons. On va également éviter de consommer des aliments réchauffés au micro-ondes en tant que possible et en tout cas surtout dans des contenants en plastique. Vraiment, le plastique au micro-ondes, c'est à éradiquer autant que possible. On va plutôt aussi utiliser et faire attention aux produits d'entretien naturels, enfin aux produits d'entretien en privilégiant des produits naturels. Par exemple, éviter les bougies, on va voir tout à l'heure lesquels, des bâtonnets d'encens de piètre qualité ou autres parfums d'intérieur chimiques. Pourquoi pas se tourner vers des alternatives de lessive un peu plus écologiques, jeter l'eau de javel pour plutôt être sur des vinaigres, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, euh, du bicarbonate de soude, pardon, pour vraiment faire l'ensemble des utilisations possibles sans avoir affaire à de l'eau de javel par exemple qui est extrêmement nocif aussi bien pour l'environnement que pour notre santé et notre fertilité. On va essayer également de s'éloigner des ondes électromagnétiques qui perturbent tout le corps, qui créent vraiment qui créent des toxines et un stress au niveau de nos cellules. Donc par exemple, éviter le port constant du téléphone dans la poche. On peut également débrancher tout ce qui peut être débranchable. Par exemple, le micro-ondes quand on l'utilise pas, la bouilloire quand on l'utilise pas, la télévision quand on l'utilise pas, la radio quand on n'utilise pas, le lave-linge quand on l'utilise pas. Bref, tous les appareils comme ça, électromagnétiques, électroniques que l'on n'utilise pas, pensez juste à avoir le réflexe de les débrancher, de les rebrancher lors de l'utilisation. Éviter le téléphone aux toilettes par exemple ou également dans la chambre pour ça vient vraiment ce sont des endroits où il n'est pas nécessaire d'avoir son téléphone et qui crée une accumulation d'ondes supplémentaires néfastes pour notre corps et notre fertilité entre autres. Utilisez également des cosmétiques certifiés biologiques 100% naturels et des colorations qui sont dites naturelles. Alors par exemple, moi j'ai la marque Avril qui me vient en tête, ou encore La Canopée, ou encore Ocaran, qui sont des marques de cosmétiques plutôt naturelles. Attention à tous les déodorants et également aérer régulièrement son habitation pour justement chasser toutes les ondes électromagnétiques qui s'accumulent aussi bien le matin que le soir. Alors là, je vous ai mis vous pourriez aussi mettre pause et peut-être zoomer. Sinon, si vous êtes intéressé, je vous mettrai en PDF cette infographie, mais qui reprend un peu tous les toxiques, les ingrédients à aller chasser dans la liste des ingrédients de nos cosmétiques. Et également, ici, je vous ai mis une autre infographie potentiellement complémentaire par typologie de produits avec les noms un peu biscornus qu'on peut retrouver et donc lesquels sont vraiment néfastes et qu'il faudrait vraiment éliminer de notre quotidien. Je voulais faire un petit focus, tout à l'heure je vous ai parlé de la bougie. Alors, il faut bien vraiment choisir sa bougie. Il y a plusieurs types, notamment de cire. Il y a la cire animale qui est faite à base de cire d'abeille. Il y a la cire minérale qui est un produit synthétique fabriqué avec des composants chimiques et elle nécessite l'utilisation de la paraffine extraite de dérivés du pétrole qui sont des résidus non renouvelables d'une part, mais également lorsqu'elle brûle, elle peut rendre de la suie, c'est-à-dire un dépôt de couleur noire d'apparence un peu huileuse autour de la mèche et qui est nocive également pour la santé. Ou encore, vous avez des cires végétales qui sont, elles, 100% naturelles, sans OGM et biodégradables. Et elle est souvent extraite de plantes comme le colza, le soja, la palme. Elle brûle plus doucement et ne dégage pas de fumée noire. Donc c'est comme ça qu'on peut la différencier avec la cire minérale. Et elle ne produit pas de suie et elle est complètement inodore.
Ensuite, vous avez la mèche, donc en coton ou en bois, peu importe. Et ensuite, vous avez les parfums. Donc le parfum représente en moyenne 10% de la composition de la bougie. Donc, une information souvent cachée, c'est qu'il est pratiquement impossible de trouver des parfums 100% naturels pour une raison simple, c'est que les parfums naturels ne brûlent pas. Donc la cire aura une belle odeur à froid. Donc la cire animale ou la végétale aura une belle odeur à froid, mais ne dégagera pas d'odeur lors de sa combustion. C'est pourquoi les parfums synthétiques sont les plus largement utilisés pour les bougies d'ambiance. Donc au final, peut-être que votre bougie naturelle ne dégage pas d'odeur pendant la combustion, elle en dégagera à froid et elle sera elle sera beaucoup moins nocive pour votre santé et celle de votre cliente. Et concernant l'encens, il y a pas mal de choses aussi qui tournent autour de l'encens. Donc l'encens est généralement fabriqué à partir de minéraux essentiellement naturels, en tout cas à la base, à l'origine. Les premiers encens créés ont été fabriqués à partir de matières aromatiques telles que la sauge, les résines, les huiles, le bois ou autres encore. Au fil du temps, d'autres matériaux ont été rajoutés aux encens pour améliorer leur parfum, pour améliorer leur capacité à brûler et maintenir aussi l'ensemble des matériaux ensemble, donc l'agglomération. Les encens contiennent un mélange d'ingrédients naturels et non naturels, en tout cas les encens que l'on trouve le plus souvent maintenant, qui créent des petites particules inhalables. Et une étude réalisée en 2009 par Trusted Source a confirmé qu'une partie de ces particules étaient cancérigènes, ce qui signifie qu'elles peuvent donc provoquer des cancers. Il y a de nombreux composés toxiques et irritants qui ont été aussi détectés dans la fumée aux côtés des composés aromatiques, comme par exemple les hydrocarbures polyaromatiques, le benzène ou encore le carbonyle. Les composés de la fumée d'encens peuvent également affecter le métabolisme. Il y a aussi une étude qui a été faite sur des rats qui a montré qu'elle avait un impact négatif sur le métabolisme et le poids du rat. Et elle a aussi provoqué une perte de poids indésirable et a fait baisser le taux de bon cholestérol chez cette population de rats. Ça n'a pas été fait encore chez l'homme. Bref, voilà tous les risques de l'encens. Alors, que peut-on essayer en dehors de l'encens ou comment utiliser ou choisir la bonne alternative? Donc, il existe des alternatives possibles qui ont beaucoup moins de risques sur la santé, notamment la maculature, qui est comme avec la sauge par exemple, c'est le fait de brûler de la sauge, les diffuseurs d'huile essentielle, les bougies comme on a vu naturelles, à la cire animale ou à la cire végétale, les désodorisants naturels pour la maison ou encore l'encens bio serait inoffensif. Voilà pour la partie hygiène alimentaire. Ensuite, il serait possible éventuellement de créer un livret de recettes spéciales fertilité ou en tout cas retour de menstruation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? À vous de me dire, hein, n'hésitez pas à me le dire lors de votre questionnaire de retour. Voilà, est-ce que c'est un livret de quelques recettes sucrées salées que vous pourriez communiquer à votre cliente en cas d'aménorrhée? Est-ce que c'est quelque chose, un outil qui vous serait utile? N'hésitez pas à me le dire et dans ce cas, il fera peut-être partie de la boîte à outils que je suis en train de construire. J'espère que ce module vous aura intéressé, vous aura permis peut-être d'approfondir certaines choses, d'en apprendre d'autres, que j'ai été relativement claire dans mon partage. Encore une fois, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à faire votre retour sur le visionnage de cette partie de module 3 dans le questionnaire qui suit vraiment sur la plateforme Podia. Également à la suite, il y a un petit quiz pour essayer de tester un petit peu vos connaissances sur ce module et voir si vous avez saisi toutes les notions et si j'ai été claire dans mon partage et mon enseignement. Concernant la suite de ce module, puisque le module 3 n'est toujours pas terminé, c'est un gros module, nous allons pour la suite nous intéresser à l'hygiène émotionnelle. Donc quelles sont les émotions et les sentiments qui submergent ma cliente? On l'a un petit peu vu dans le module 2, mais on va aller un peu plus loin. On va parler aussi d'alimentation émotionnelle, on va parler de stress, comment identifier le niveau des stress, quels sont les différents stress aussi possibles chez une femme atteinte d'aménorrhée.
et puis les pistes d'action pour essayer de relâcher le stress, la charge mentale et toute forme d'outils que l'on peut enseigner, partager et faire pratiquer à notre cliente et qui vont venir vraiment en complément fondamental à l'hygiène alimentaire que l'on vient de voir. Et puis dans la prochaine vidéo, on parlera d'hygiène émotionnelle et en fonction de la consistance, on va dire, de cette vidéo, peut-être que sera associée aussi la partie règne végétal, les plantes, l'accompagnement avec les plantes, à savoir les différentes formes de galénique, les décoctions, les huiles essentielles, les fleurs de bac, la gémothérapie, les rituels autour des plantes. Alors je sais pas si je le ferai dans la même vidéo ou une vidéo à part, ça dépendra vraiment de l'ampleur de la vidéo. Je pense que je ferai 2 vidéos séparées de manière à ce que ce soit quand même bien plus clair au visionnage. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous partager, eh bien n'hésitez pas encore une fois à les mettre de côté pour la prochaine session live, ou si vous n'êtes pas présente ou que ça ne peut pas attendre, eh bien n'hésitez pas à les partager sur le groupe Facebook. Si vous avez aussi vous des informations supplémentaires, eh bien partagez-les également sur le groupe Facebook de manière à ce que vos propres ressources et connaissances servent à nous toutes et nous fassent grandir tout ensemble. Le but étant, je vous le rappelle, d'encore mieux accompagner nos clientes ou futures clientes qui sont atteintes de ce trouble de cycle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis du coup à très vite pour la prochaine vidéo où on parlera émotion et peut-être plantes. À bientôt!